Oświęcim en polonais, Auschwitz en allemand, Auschwitzin en yiddish, sont les noms de cette petite ville située au sud de la Pologne, à proximité de la frontière avec la Moravie et la Slovaquie. Son existence est mentionnée à partir de 1178. L'importance stratégique de son emplacement, entre l'Orient et l'Occident de notre vieux continent, a toujours tiraillé cette ville entre ses origines slaves et les intérêts poursuivis par ses conquérants successifs. Les Germains, les Suédois, les Autrichiens, les nazis. Avec l'invasion de la Pologne en septembre 1939, le projet de Hitler d'appropriation des territoires d'Europe centrale pour créer un espace vital devient réalisable. Sans attendre, une politique de germanisation est mise en œuvre militairement. Oświęcim et ses environs sont choisis pour ce projet pilote inédit. Située à mi-chemin entre Katowice et Cracovie, Oświęcim bénéficie de conditions avantageuses. Elle se trouve entre la Vistule et la Sola, sur un nœud ferroviaire qui permet de rejoindre Berlin, Kiev, Varsovie ou Budapest. De nombreuses mines de charbon en assurent la ressource énergétique. En 1939, la population totale de la ville est d'environ 12 600 personnes. 7 613 juifs, la majorité de la population, vivent aux côtés de 5 000 Polonais, essentiellement catholiques. À l'ombre du château de Piast se trouve l'église, et à 50 mètres, la synagogue. Jan Skarbek, le prêtre, et Eliaou Bambach, le grand rabbin, entretiennent des relations très amicales depuis toujours. Tous les mardis, cette place accueille le marché. Elle se remplit de la foule des paysans venus en charrette depuis les villages des environs pour vendre des légumes, des fruits et des produits de basse-cour. En échange en polonais ou en yiddish, la ville et les magasins autour de la place s'animent. Certes, tout n'est pas idyllique dans cette Pologne qui vient à peine de regagner son indépendance. Les manifestations antisémites sont fréquentes. Mais ici, à Oświęcim, les témoignages l'attestent sans ambiguïté, une bonne entente régit les relations. Rien ne laisse présager ni le martyre polonais, ni les abîmes du drame juif. Avec l'occupation allemande, Oświęcim, qui fait partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1918, reprend son nom allemand d'Auschwitz. Et cette place est rebaptisée Adolf Hitler Platz. Les maisons de la vieille ville d'Auschwitz, pour la plupart occupées par des familles juives, sont vidées de leurs habitants. Les expulsions massives touchent également les 8 villages avoisinants. Près de 1200 maisons sont expropriées. L'aménagement d'un territoire d'environ 40 km², appelé zone d'intérêt, sera l'objet d'un chantier énorme et restera inachevé. Pourtant, entre mai 1940, avec l'arrivée de Rudolf Höss aux commandes d'Auschwitz, et le retrait des nazis en janvier 1945, les travaux n'ont jamais cessé. Un premier camp de concentration est aménagé sur le site de la caserne de Zasol, dans les faubourgs de la ville, pour 10 000 détenus au départ. C'est le Stammlager Auschwitz I. C'est ici, dès le début des exactions nazies, que les membres de l'élite polonaise, juges, médecins, professeurs, prêtres et officiers, ont trouvé la mort. Il y aura plus de 75 000 victimes sur un total de 150 000 internés. La politique nazie mise en œuvre à Auschwitz obéit à l'idée de l'espace vital, à l'Est, le fameux Lebensraum, qu'Adolf Hitler avait exprimé dès 1932
avant même qu'il ne devienne chancelier d'Allemagne. Nur eines, meine Parteigenossen, müssen Sie sich immer vor Augen halten. Wir werden niemals eine große Politik machen, ohne einen festen, stahlharten Machtkern im Mittelpunkt. Mes chers camarades, il y a une chose que vous aurez toujours présente à l'esprit. Nous ne parviendrons jamais à la domination mondiale si nous n'avons d'abord au centre de notre rayonnement un noyau de puissance solide, dur comme de l'acier. Un noyau de 80 ou de 100 millions d'Allemands formant une unité compacte. Par conséquent, ma toute première tâche sera de créer ce noyau qui, non seulement nous rendra invincibles, mais nous donnera, une fois pour toutes, une supériorité décisive sur tous les peuples européens. À ce noyau appartient l'Autriche, cela va de soi. À ce noyau appartiennent également la Bohême et la Moravie, ainsi que les régions occidentales de la Pologne. Il faut y intégrer également, et ceci est important, les États baltes. À l'heure actuelle, ce sont surtout des races étrangères qui peuplent ces territoires. Quand nous voudrons créer notre grand Reich allemand dans son ampleur définitive, nous aurons le devoir d'éliminer ces peuples. À 3 km d'Auschwitz I, un deuxième camp de concentration pour 100 000 détenus est construit par des prisonniers de guerre russes sur l'emplacement du village de Bjejinka dont on a expulsé les habitants. C'est dans ce camp d'Auschwitz II, Birkenau, que les exterminations massives débutent au printemps 1942. Elles se poursuivront jusqu'à fin 1944. Près d'1 million de juifs, dont 216 300 enfants, y sont assassinés par un traitement spécial, la Sonderbehandlung. Un troisième camp de concentration, aujourd'hui disparu, est construit ici sur l'emplacement d'un autre village, Monowitz. C'est Auschwitz III. « 12 000 détenus, pour la plupart juifs, logés dans ce camp, sont affectés à la construction d'une usine de caoutchouc synthétique appelée Buna, propriété du plus grand groupe d'industrie chimique mondiale, IG Farben. IG Farben Industrie est un consortium qui regroupe les fleurons de l'industrie chimique allemande. Bayer, BASF, Hoechst et Agfa. À ces 3 camps principaux s'ajoutent plus d'une trentaine de camps annexes, dont la plupart se situent à l'extérieur des 40 km² figurant sur cette photo satellite. Dans cette zone, appelée par les nazis « zone d'intérêt », plusieurs usines sont construites, telles que l'Unionwerke, usine d'armement, la DAW, usine d'équipement, ainsi que la filiale de Siemens à Bobrecq. Le camp de Jawiszowitz fournit la main-d'œuvre aux 2 mines de charbon de Jawiszowitz et Breche, propriété de Hermann Göring Werke. D'autres camps annexes fournissent de la main-d'œuvre aux mines Janina, Jaworzno, Fürsten, Gunther, Charlotten, propriété d'IG Farben. Plusieurs fermes agricoles, des fermes d'élevage et de pisciculture sont créées. Trois fermes à Boudy, 2 à Armeseux
une à Babitz, une autre à Plavy, des serres à Raisko. Ici, comme pour les autres commandos permanents, des camps annexes sont édifiés pour les détenus. En marge de la vieille ville d'Oswiecim, un quartier entier fut construit pour le personnel allemand de IG Farben Industrie et leurs familles. Outre la politique concentrationnaire et la politique d'extermination, nous avons affaire ici aussi à la mise en œuvre de toutes les autres politiques menées simultanément par l'État nazi. La politique territoriale, la politique démographique et raciale, la politique industrielle, la politique agricole, la politique scientifique. Toutes sont inscrites dans la topologie du terrain d'Auschwitz et de ses environs. Le complexe d'Auschwitz est en réalité le premier programme d'envergure visant la germanisation de l'Europe centrale. Les assassinats massifs des Juifs, des Polonais, des Tziganes et des prisonniers de guerre soviétiques perpétrés ici, sans oublier l'assassinat de plusieurs milliers de détenus des différentes nationalités de toute l'Europe, n'en sont que l'aspect le plus connu, ou plutôt imaginé comme tel, du complexe d'Auschwitz. Interroger les vestiges topographiques de ce complexe, c'est affronter l'histoire de ce prototype futuriste de la face noire du monde moderne. Annus Mundi, selon le terme emprunté par Primo Levi à un médecin d'Auschwitz. Il s'agit d'un système, celui du nazisme allemand. Il se caractérise par l'utilisation illimitée de la personne humaine qui n'est plus qu'un objet, ein Stück, c'est-à-dire une pièce, détachée, interchangeable, jetable, et non pas un être unique, doté de ses qualités propres et sujet de son histoire. Notre propos est précisément de montrer de quoi Auschwitz est le nom.